Bonjour, bienvenue à ces tout premiers rendez-vous Audace. Mon nom est Catherine Cardinal et c'est avec grand plaisir que j'anime ces entretiens pour parler de science, de recherche, de découverte, de manière accessible et avec des gens inspirants. Et j'ai nommé avec moi à mes côtés le recteur de l'Université de Montréal, M. Daniel Jutras. Bonjour. Et le Dr Guy Sauvageau, chercheur principal à l'IRIC, cofondateur de l'Institut, professeur à la Faculté de médecine, ainsi que hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Guy, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux de nous donner généreusement du temps pour parler de recherche, de découverte, de vision. Je voudrais aussi remercier Pomerleau, qui nous soutient depuis nos tout débuts, qui a construit l'Institut de concert avec nous et qui soutient nos efforts de recherche en cancérologie. C'est grâce à leur soutien qu'on peut aujourd'hui se réunir pour parler de science. Je voudrais d'abord commencer avec vous, Monsieur le recteur. Vous êtes rentré en poste alors que la pandémie débutait, ou du moins qu'on apprenait à l'apprivoiser. Une pandémie qui nous a mis jusqu'à présent à rude épreuve, mais qui nous a rappelé l'importance de la science, l'importance que peut avoir l'impact du travail des chercheurs. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est comment positionner une université pour qu'elle se démarque, qu'elle soit un agent de changement social et qu'elle trouve les solutions des problèmes sociétaux futurs? D'abord, j'aimerais dire que je suis vraiment content d'être ici. Je vous remercie de cette invitation, de partager ce moment avec le Dr Sauvageau. C'est un grand plaisir. Et je salue d'ailleurs les personnes qui nous écoutent, qui manifestent cet intérêt pour l'IRIC. Effectivement, je suis entré en poste au mois de juin dernier. J'étais à l'Université de Montréal depuis déjà quelques semaines là, comme recteur désigné pour faire la transition. En fait, la transition s'est faite le 16 mars, donc le jour où la pandémie a été déclarée. Donc, moi, je vis dans cet environnement-là, évidemment. J'en ai pas connu d'autres. Ça a été des mois complexes. Évidemment, les gens penseront à la difficulté de remettre en place les processus d'enseignement, mais il faut aussi penser au maintien des activités de recherche. Il y a beaucoup d'activités de recherche qui ne peuvent pas vraiment être interrompues sans perdre des résultats de manière très importante. Et donc, il a fallu mettre en place des plans de mitigation, s'assurer que les laboratoires étaient sécuritaires, que l'on puisse continuer à faire le travail qui était déjà amorcé. Et ça a été vraiment, pour moi, en tout cas, une source d'apprentissage, mais aussi une source de grande fierté, là, parce que le travail s'est fait rapidement. On a été capable de maintenir les processus qui étaient déjà amorcés, maintenir la recherche à l'Université de Montréal. Vous avez évoqué le positionnement de l'université, la volonté d'assurer que l'Université de Montréal soit l'un des acteurs de changement, que l'Université de Montréal soit chef de file ou acteur clé dans la science. Moi, je vous dirais qu'elle l'est déjà. Et peut-être que ça, c'est une chose qu'il faut rappeler. Hein. On a tendance à se projeter dans l'avenir, à dire qu'il faudrait qu'on devienne un chef de file, que l'université soit un acteur clé. Mais l'Université de Montréal est vraiment un acteur très, très important déjà de la recherche scientifique. On compte parmi nous des chercheurs de premier plan. Évidemment, le Dr Sauvageau fait partie de ce groupe-là. Il y en a beaucoup d'autres à l'IRIC, dont on parlera un peu plus tard. Il y en a dans toutes les disciplines, en fait. Et pour moi, ça aussi, c'est une source de grande fierté là, que je découvre depuis 6 mois, parce que j'ai eu beaucoup d'occasions de discuter avec des chercheurs au cours des derniers mois. Et je pense que la population s'en rend compte aussi. Là. Un des effets positifs de la pandémie, c'est le retour du leadership de la science. Je pense que les citoyens, les citoyennes du Québec se rendent compte à quel point les chercheurs scientifiques jouent un rôle significatif. On en voit dans les journaux, dans les médias. Beaucoup de nos collègues en santé publique, évidemment, sont interviewés souvent. Mais on a aussi entendu parler de beaucoup de chercheurs qui ont participé à la recherche sur la COVID, qui ont abandonné, par exemple, des projets de recherche sur lesquels ils travaillaient déjà pour se consacrer à la COVID. Puis on sait plus généralement que les efforts combinés de tous ces gens-là ont mené à l'exploit que l'on constate maintenant là, de vaccination dans un cadre accéléré, alors que normalement, la découverte d'un vaccin prend beaucoup de temps. Alors moi, je dirais que l'Université de Montréal, évidemment, compte poursuivre sur la lancée que la pandémie nous a donnée, affirmer encore plus son leadership. J'ai le sentiment que l'Université de Montréal, on sait que c'est une des 100 meilleures universités au monde dans les classements que l'on connaît. Moi, je pense que c'est l'université francophone la plus influente dans le monde. Quand on regarde les classements, c'est certainement une université, surtout dans les sciences de la vie d'ailleurs, où la qualité de nos travaux de recherche se démarque. Et je veux qu'on continue dans cette direction-là parce que j'ai vraiment la ferme conviction que la mission fondamentale d'une université, c'est de changer le monde. On change les étudiants un par un dans les cours,
dans les programmes d'études supérieures, puis on change le monde autour de nous en faisant des découvertes qui bénéficient au bien commun. Et puis, bon, là, on parle de l'IRIC aujourd'hui. Ça, c'est certainement un domaine où on peut imaginer que l'université puisse changer le monde et que l'Université de Montréal elle-même puisse être positionnée parmi les grandes universités du monde pour travailler à la lutte contre le cancer. Ce qui est très important, évidemment. Les gens qui nous regardent savent à quel point le cancer est un peu omniprésent. Moi, j'ai 60 ans cette année. Dans mon entourage immédiat, il y a plein d'amis qui souffrent de cancer, qui sont en traitement. Fort heureusement, la plupart survivent, pas tous. Mes parents ont tous les deux eu un cancer. Mon père, aujourd'hui décédé, en a eu 3. Et donc, je pense que c'est présent dans la vie de chacun des citoyens. Il n'y a pas de famille au Canada qui ne sera pas touchée par le cancer. Puis on sait qu'un Canadien sur 4 va en mourir. Puis on sait aussi que c'est encore la principale cause de décès chez les enfants. 300 enfants et adolescents qui décèdent chaque année du cancer au Canada. C'est trop. Les taux de survie s'améliorent, mais c'est encore beaucoup trop. Mais il y a quand même énormément d'espoir. Et encore une fois, l'Université de Montréal est extrêmement bien positionnée pour mener la bataille. On connaît des traitements plus efficaces maintenant. On connaît des traitements qui ont des effets négatifs moins importants sur la santé des patients. On connaît les mécanismes du cancer. On a maintenant la technologie pour faire la lutte. Alors là, on a encore besoin de ressources, je pense, pour faire le dernier bout de chemin qui nous amène à vaincre le cancer. Puis, je vais rebondir sur ce que vous dites, qui est très intéressant, c'est-à-dire que l'Université de Montréal concourt déjà à changer le monde, changer des vies, influencer ses étudiants, mais aussi soutenir les chercheurs, les scientifiques qui composent la constellation des expertises de l'UDM. L'IRIC est un centre de recherche qui se consacre sur la recherche en cancer et qui change concrètement des vies. Dr Sauvageau, vous l'avez fondé, vous l'avez cofondé avec des collègues qui avaient une vision claire pour changer des vies. Racontez-nous l'histoire derrière la création, la fondation de ce centre de recherche basé à l'Université de Montréal. Bien, avec plaisir. C'est sûr que puis je vais le dire bien ouvertement, peu de gens ont la chance de réaliser leur rêve dans une vie. Puis, depuis mes études en médecine à l'université, c'était un rêve pour moi de démarrer un institut de recherche sur le cancer qui aurait un impact tangible. Pas juste un centre de recherche fondamentale, mais pas un centre non plus qui ne fait que de la recherche préclinique. Et au tout début, moi, j'étais revenu à Montréal vers la milieu des années 90 et j'étais revenu à un autre centre affilié à l'Université de Montréal qui s'appelle l'IRCM. Et après avoir passé 8 ans dans cet institut que j'ai adoré et où j'ai appris beaucoup, j'étais dans la mi-trentaine et je me souviens que je me suis dit, là, il faut le faire. Il faut faire un centre qui se consacre uniquement sur cette problématique-là qui est endémique, comme notre recteur le disait. Puis, à ce moment-là, on avait approché l'université et c'était dans les belles années où les programmes fédéraux émergeaient, les fameuses chaires de recherche, les 2000 chaires de M. Chrétien pour l'an 2000. La FCI était bien en place et on avait proposé à l'université de dire si vous êtes ouvert, on pourrait, une gang de jeunes ensemble, essayer de démarrer cette aventure-là. Et le recteur d'alors, M. Lacroix, était très ouvert. L'Assemblée universitaire, unanimement, est allée avec le projet. Et j'ai eu la chance, pendant les 13 premières années où j'étais directeur de l'Institut, de travailler avec les recteurs en place parce que c'est le nerf de la guerre, évidemment, d'une université. Et les trois, et maintenant notre plus récent recteur, les trois étaient bien alignés, ont mis énormément de ressources et l'Institut a pu être créé. On a pu recruter 29 chercheurs. On a monté avec l'université un nouveau programme en biologie des systèmes, un programme gradué pour les étudiants.
On a recruté près de 200 à 300 étudiants et postdocs qui maintenant sont des membres de l'Institut. Et on a eu la chance d'avoir un Michel Bouvier qu'on a recruté quelques années plus tard qui avait la vision de développer une unité de découverte du médicament et qui lui-même a recruté Mme Marinier et toute son équipe maintenant, là, dont on pourra peut-être parler subséquemment. En fait, puis j'ai le goût de vous relancer la question brièvement. Vous avez fini sur cette idée de vision, puis on est là aussi pour parler de vision. Quelle était, à vous et aux collègues qui ont fondé l'Institut de concert avec les recteurs en place, l'étincelle de base? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous vouliez faire la différence en cancer? De quelle façon? Comment faire autrement pour faire une différence? En fait, je pourrais peut-être parler le moyen par lequel on y est arrivé. La vision est toujours d'avoir un impact, mais c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver comment y arriver. Alors, on avait formé un comité international d'un tas de chercheurs d'un peu partout dans le monde. On a fait une retraite de plusieurs jours ensemble, ici au Québec. Et la question que moi, je leur avais posée était très simple. Si vous partiez table rase, si vous aviez une page blanche, quel serait le modèle idéal? Et le modèle était essentiellement composé de chercheurs qui ont des expertises complémentaires et non pas, comme on fait parfois dans les départements universitaires, et ce qui est très bien, et c'est loin d'être du dénigrement ici, bien au contraire, mais c'était le contraire, c'était de profiter de ces expertises-là au sein des universités et d'avoir des gens qui ont une expertise complémentaire. Et on me parlait souvent, on faisait l'analogie avec construire un avion. Si on veut avoir du succès dans le cancer, par exemple, bien, il faut avoir toutes les composantes de l'avion. Donc, ça prenait autant un ingénieur qui connaît bien le train d'atterrissage qu'un pilote qui savait comment on bâtit la cabine de pilotage. Donc, ça a été une des choses qui a sorti très fortement. Puis ce nerf de la guerre basé sur des expertises complémentaires, donc des collaborations, on a vu en temps de COVID à quel point le fait d'avoir une force vitale concertée avec des collaborations, des expertises diversifiées, on peut faire la différence. En peu de temps, les chercheurs, les scientifiques, non pas de lyrique, mais ont conçu un vaccin pour contrer la pandémie. Quelle est la valeur au sein de l'université de cette vision basée sur des collaborations, sur des expertises complémentaires, puis sur une certaine agilité qui se dégage de ça? Oui, écoutez, je pense que c'est une valeur très, très importante parce que ce qu'on constate, c'est pas seulement dans le champ de la découverte de médicaments, là, je pense plus largement, si on parle des grands enjeux contemporains, les changements climatiques, la lutte contre la pauvreté, et ainsi de suite, il faut rassembler des chercheurs de disciplines complémentaires autour d'un problème, enfin, d'imaginer une solution à un problème avec tous les acteurs qui peuvent être pertinents. Vous avez évoqué la découverte des vaccins et des thérapies aussi qui sont utilisées pour lutter contre les conséquences de la COVID. C'est le fruit d'un travail de concertation, évidemment, des chercheurs, mais aussi des gouvernements. Donc, il faut que les gouvernements soient alignés aussi autour de ça. Puis le secteur privé qu'on oublie souvent, là, dans le cas de la découverte de médicaments, évidemment, la place des entreprises pharmaceutiques est vraiment extrêmement importante. Alors, tout ça, je pense, doit être mobilisés. Tous ces acteurs-là doivent être mobilisés dans ce cadre-là, donc de découverte de médicaments, comme à l'égard des autres problèmes que j'évoquais tantôt. Ça, c'est un changement assez fondamental, je dirais, sur le plan scientifique. Moi, je viens de sciences sociales, je suis juriste. C'est vrai aussi en droit. Là, on réfléchit maintenant, pas seulement dans un cadre disciplinaire, on réfléchit par rapport à des enjeux sociaux avec d'autres acteurs, y compris des acteurs scientifiques. Et c'est essentiel de se mobiliser comme ça autour d'efforts de guerre dans une perspective de décloisonnement des disciplines. Alors, moi, je suis allé récemment à l'IRIC pour visiter les lieux. Je constate que là, on a un modèle de recherche vraiment collaboratif avec des chercheurs de plusieurs disciplines. Dr Sauvageau travaille avec des gens de d'autres disciplines, des chimistes médicinaux, des bio-ingénieurs, des informaticiens. Et ça, je pense, c'est absolument essentiel. En plus du partenariat avec nos hôpitaux affiliés, les centres hospitaliers, qui sont des lieux de recherche très importants, les entreprises pharmaceutiques, d'autres centres de recherche, pour arriver à des résultats. Parce que ce qui est, je pense, puis le docteur Sauvageau me corrigera, je pense que
Ce qui est unique à l'IRIC, ou en tout cas caractéristique de l'IRIC et qui peut être reproduit dans d'autres environnements, c'est la capacité de l'IRIC de mener les travaux de recherche jusqu'à l'étape de la recherche clinique. Là, si je comprends bien, on arrive vraiment assez loin dans le processus, alors que normalement, je pense, dans un modèle plus traditionnel, il y a différents chercheurs qui se passent le relais, mais il n'y a personne qui travaille tous ensemble vers un but collectif. Alors pour moi, ça, c'est certainement un modèle à reproduire. C'est un modèle pas simple, mais c'est un modèle à reproduire. Et si tu permets, pour ajouter à ça, qui va bien avec ça, une des deuxièmes choses que ce comité nous avait recommandé initialement, c'était d'être sur le campus d'une grande université de recherche, mais qui avait des forces, surtout dans les domaines connexes. Et l'Université de Montréal était une place incroyablement bien. Il y avait effectivement des forces incroyables en chimie, en physique, en mathématiques. Il y avait des forces en bioinformatique qui sont très importantes dans ce domaine-là. Et on voyait très mal comment on pouvait avoir un centre performant, dans le sens qu'on a parlé tantôt, qui n'était pas au milieu d'un campus. On le voyait très mal s'installer, par exemple, sur la rue Sainte-Catherine, parce qu'à lui seul, il ne pouvait pas avoir les ressources nécessaires pour accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Puis on prenait l'exemple de la COVID, où il y a un esprit de concertation vu l'importance du problème qui nous touche tous. C'est le cas du cancer qui nous touche tous, on le disait d'entrée de jeu. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on fait à l'IRIC? Qu'est-ce que vous faites, Dr Sauvageau? Le cancer est nettement plus complexe que la COVID. La COVID, c'est un virus. On a conceptualisé un vaccin assez rapidement. On ne peut pas penser dans des termes similaires avec le cancer. C'est des maladies qui se manifestent de différentes façons. Comment faites-vous pour faire une différence basée sur un modèle collaboratif, mais assumer qu'on veut voir grand et se donner les moyens? Quels moyens vous donnez-vous? Bien, j'aime beaucoup l'analogie avec la COVID. Effectivement, la COVID, c'est un problème incroyable, mais c'est un problème aigu qui a tué jusqu'à maintenant, je ne connais pas le chiffre exact, là, près de 3 millions d'individus. Je vous rappelle que le cancer tue, bon an, mal an, 7,5 millions d'individus au travers de la planète. Donc, si on avait cette crise-là en aigu, et plusieurs pensent qu'on est à la veille d'une épidémie de cancer, tout simplement parce que la population vieillit. Et le cancer, c'est une maladie qui vient avec l'âge. Daniel en a fait référence tantôt, là. La COVID, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple dans le sens que développer un vaccin et un vaccin en ARN liposomal, comme on a vu entre autres avec Pfizer et d'autres, c'est des choses qui se font, des choses qui se faisaient déjà. D'ailleurs, Moderna était en train de développer un vaccin ARN pour une autre indication, alors que la COVID est arrivée. Donc, pour eux, ça a été assez simple. Et la beauté de l'approche qu'il y a eu ici est en lien avec la génomique. Encore une fois, la génomique est parmi nous depuis 15 ans. Et elle a permis de séquencer le génome de la COVID de façon extrêmement rapide. On peut presque dire en heures. Et rapidement, des groupes asiatiques ont pu mettre la séquence sur Internet et l'avoir disponible. Et effectivement, les chercheurs ont pu capturer cette séquence et rapidement travailler avec. Le cancer, ça a été un petit peu plus compliqué. Effectivement, c'est une maladie du génome, c'est une maladie de l'épigénome, c'est une maladie qui implique des centaines de gènes différents et des gènes qui interagissent ensemble parce que c'est rarement une anomalie qui cause le cancer. C'est souvent 2, 3, 4, 5 anomalies dépendant des types de cancer. Et quand on commence à mettre 2, 3, 400 interactions ensemble, il y a une complexité qui se dégage de ça. Puis on en parlait, il faut donc des expertises diverses pour démystifier des problèmes complexes comme le cancer. On a fait allusion à la COVID. Ça prend donc des talents, ça prend des compétences, ça prend des gens de sphères différentes. D'un point de vue universitaire, pas simplement dans la sphère de la cancérologie, comment on fait pour
aller chercher les meilleurs talents ou du moins inspirer les plus motivés et surtout les garder au Québec. La COVID a aussi mis en lumière qu'on doit avoir une autonomie en ce sens qu'il faut pouvoir générer nos propres innovations, générer des solutions. Comment on fait pour donner ce tempo-là à une université au grand complet? Bien, vous avez parlé de talent. C'est intéressant parce que j'entendais récemment le ministre fédéral, François-Philippe Champagne, qui disait « le talent amène des investissements ». Et donc, je pense que ces deux éléments-là sont tout à fait liés. Moi, j'ajouterais le talent amène le talent. Quand on a des gens de grande qualité dans un environnement de recherche, évidemment, d'autres gens veulent travailler avec eux et c'est beaucoup plus facile de les attirer. Il y a plusieurs facteurs, je pense, qui inspirent des gens à s'installer dans un endroit en particulier. La réputation de l'université y est pour beaucoup. J'évoquais tout à l'heure le fait que l'Université de Montréal se classe parmi les grandes universités du monde. Moi, je pense vraiment que c'est une université de classe mondiale. Ça attire des gens, ça, j'en suis certain. C'est aussi une ville qui est reconnue comme une excellente ville étudiante, qui attire donc des étudiants de deuxième et troisième cycle qui viennent travailler dans nos labos et dans les autres disciplines aussi. Je dirais que, puis, encore une fois, je pense que la plupart des chercheurs seront d'accord avec moi, pour choisir l'endroit où on va s'installer, donc pour que nous, on soit capable, inversement, d'attirer chez nous, de garder les meilleurs talents, il faut que l'environnement de recherche immédiat soit excellent. Il faut qu'il soit à la hauteur des attentes des chercheurs. Il faut donc que les équipes soient excellentes, que les plateformes soient à la fine pointe de la technologie. Il faut un accès aux données. Il faut des ressources, évidemment, pour faire fonctionner tous ces équipements spécialisés. À l'Université de Montréal, on a fait beaucoup de progrès depuis une décennie, en particulier avec l'ouverture du campus 1000, du complexe des sciences. Et puis, bon, il y a d'autres ouvertures qui s'en viennent. Il y a encore des secteurs de l'université qui ont besoin d'amour. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut le répéter. L'IRIC, je pense, s'en tire bien. Moi, encore une fois, ma visite, il y a quelque temps, me suggère que les ressources qui sont disponibles à l'IRIC sont solides, que c'est un endroit où n'importe quel étudiant de deuxième ou troisième cycle, ou n'importe quel postdoctorant ou chercheur voudrait s'installer. C'est un accès privilégié aux meilleurs professeurs, à des chercheurs avec une réputation internationale, des installations formidables. Et aussi, ça, je pense que c'est un élément qu'il faut souligner, des projets extraordinaires. Il ne faut pas seulement des chercheurs intéressants puis des plateformes qui fonctionnent, mais des projets intéressants. Et j'entendais le Dr Sauvageau dire il y a un instant à quel point ils ont eu de la chance dans le recrutement de jeunes chercheurs. Là, ce que j'entends, c'est que c'est 200 jeunes chercheurs. C'est ça, à peu près 200 jeunes chercheurs qui sont au cycle supérieur ou qui font un stage postdoctoral. Et la moitié de ces gens-là, si je comprends bien, viennent de l'extérieur du Canada, ce qui est quand même extraordinaire en termes de pool de talents. Alors, il faut reconnaître que l'IRIC est parvenu à attirer, à garder des talents remarquables en biotechnologie, une expertise remarquable en biotechnologie. Puis je reviens à mon point de départ, le talent attire le talent. Je pense que dans la mesure où on parvient à retenir chez nous ces chercheurs excellents, on peut propulser la recherche. Et je veux souligner, parce que ça, c'est un autre élément auquel les gens ne pensent pas souvent, mais qui est capital. Les chercheurs qu'on a chez nous à l'IRIC, puis je pense au Dr Sauvageau et à plusieurs de ses collègues, sont des gens qui pourraient travailler n'importe où dans le monde. Tout à fait. Il reçoit, il ne me le dira pas, là, mais il reçoit des offres sans doute très fréquemment. La même chose pour ses collègues, le Dr Marinier, le Dr Bouvier et d'autres que j'ai rencontrés. Et moi, j'apprécie beaucoup cette loyauté à l'Université de Montréal, où vous êtes installé, vous avez choisi d'être là. Je pense que ça, c'est extrêmement important pour l'essor de l'Université de Montréal, que les chercheurs qu'on est parvenus à attirer chez nous manifestent autant de loyauté à l'institution sur la durée. C'est formidable. Puis j'aurais le goût de vous passer la parole, Dr Sauvageau, pour vous entendre dans ce qu'on a nommé en deux volets. D'abord, l'IRIC a été capable d'attirer des talents, mais on ne sous-estime pas la complexité du cancer, mais on sous-estime parfois toutes les expertises, les infrastructures, les ressources dont on a besoin pour faire la différence. Parlez-moi un peu du type de ressources que requiert un centre comme celui de l'IRIC pour faire la différence, encore une fois. C'est le troisième et dernier point que mon fameux comité initial avait soulevé, d'avoir des ressources qui sont vraiment à la hauteur, qui sont parmi les meilleures au monde.
Et ça, c'est un défi de taille. Parce que quand on parle de haute technologie, on parle de beaucoup d'argent, on parle d'expertise, on parle de gens qui doivent être capables de développer ces hautes technologies-là. Sinon, on peut avoir un parc qui va vieillir extrêmement rapidement. Et quand on a démarré ces plateformes-là à l'IRIC et avec l'université, parce que ces plateformes-là sont utilisées par l'ensemble du corps professoral en sciences biomédicales à l'université, il a fallu investir, il a fallu aller chercher beaucoup d'argent dans ces FCI, mais il a surtout fallu avoir une université qui y croyait et qui mette les ressources pour dire on va les entretenir, ces choses-là, on va les maintenir et on va les utiliser comme outil de formation pour nos étudiants postdoc. Et c'est ce qu'on a fait avec ça. Et un parc technologique comme ça, évidemment, c'est un atout de plus pour attirer les meilleurs chercheurs. Et je dirais que les gens, partout dans le monde, quand ils viennent à l'université voir l'IRIC, quand ils viennent nous rencontrer, ils disent, voilà ce qu'on appelle le Broad canadien, c'est-à-dire l'Institut qui est comme le Broad américain, où il y a eu près d'1 milliard de dollars en infrastructures d'investis jusqu'à maintenant. Mais effectivement, c'est nous, c'est ce qu'on a fait. Ça fait l'envie de beaucoup de monde, partout, au Canada et ailleurs. On le comprend, mais je vous dirais que pour nos directeurs, c'est-à-dire Marc et Michel, pour nos doyens, pour notre recteur, c'est un défi incroyable parce qu'on a un parc technologique d'une valeur que je connais bien qui est un défi annuel parce que, un peu comme toute haute technologie, ça vieillit vite, il faut les remplacer constamment et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on arrive à faire. Mais encore une fois, ça se fait avec l'université, avec un partenariat privé, parce que sans ça, ça serait impossible. Et souvent avec le gouvernement, grâce à plusieurs initiatives, notamment la FCI, mais d'autres. Puis implicitement, ça, je ne peux pas m'en détacher, ça nous amène à parler du financement de la recherche dans toutes ces strates d'activité. Docteur Sauvageau, vous le disiez, c'est des infrastructures, mais c'est aussi des salaires pour des professionnels qualifiés. Attirer les gens, c'est une chose, les garder, c'en est une autre, mais assurer la cohésion de tout ce qu'on met en place, puis le bon vieillissement, ou du moins la bonne évolution de tout ça. Le problème est, enfin, le challenge est grand. Oui, c'est un grand défi, vous avez raison. Puis on n'a pas beaucoup parlé de philanthropie, mais je pense qu'il faut aussi parler de philanthropie parce que ça joue un rôle très significatif dans le financement de la recherche. Très souvent, en générant un effet de levier. Là, on peut penser à des dons, par exemple, qui financent des projets de recherche à l'étape initiale et qui permettent à ces projets d'atteindre vraiment des niveaux de financement très, très élevés. Là, un des exemples dont on m'a parlé, c'est celui du vaccin contre le cancer du docteur Claude Perrault, là, qui a été amorcé à partir d'un don initial de 100 000 $. C'était un don très important pour la personne qui l'a fait, qui avait grande générosité. Mais évidemment, 100 000 $, ce n'est pas suffisant pour soutenir un projet comme celui-là. Mais la réalité, c'est que la possibilité de mener ce projet-là était le résultat de ce don, parce qu'il a ensuite attiré des subventions de l'ordre de 20 millions de dollars. Donc, quand même un retour sur l'investissement extraordinaire qui permet donc d'avancer très loin dans ce projet de recherche. Et donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact de la philanthropie et la philanthropie à toutes les échelles, vraiment à petite échelle et à grande échelle. La philanthropie est importante. Les dons sont importants, qu'ils soient grands ou petits. Docteur Sauvageau, j'ai le goût de m'en remettre à vous parce que vous avez eu une vision il y a des années. Vous avez aussi le courage de convaincre différents paliers de rectorat, ou du moins différents gens qui étaient en poste. Mais vous avez aussi le don d'être rassembleur, rassembler des expertises autour de vous, mais rassembler aussi des gens qui croient à la cause. Donc, je pense spontanément à la famille Blais qui suit vos activités depuis plusieurs années. Je pense à vos anciens collègues du Collège Laval, la cohorte 1979, que vous côtoyez encore. Et tous ces gens qui se sont mis en quelque sorte derrière vous pour vous soutenir financièrement à des échelles diverses. Comment faites-vous pour convaincre les gens de l'importance de votre travail, mais aussi de les convaincre, je présume, de l'impact que vous êtes susceptible d'avoir avec leur appui?
Bien, c'est assez facile. C'est en partie parce que j'essaye pas de les convaincre. Je suis convaincu de ma cause. J'y crois beaucoup. Puis j'aimerais répondre à Daniel. Pour moi, oui, des offres, il y en a toujours. Puis c'est facile, mais de recréer ce qu'on a là à l'Institut, je ne connais pas une université présentement au monde qui serait capable de nous recréer ces conditions-là de recherche, là. Et ça, c'est très significatif pour moi, en tout cas. Et comment on convainc les gens? Bien, c'est en étant convaincu soi-même. On peut pas tordre le bras. Il faut juste donner l'exemple. On a tous travaillé très fort à faire ça. Puis quand je dis très fort, c'est très fort. Et on a livré. Et au début, je me souviens, les gens nous disaient toujours, oui, mais cette vision-là, même notre conseil d'administration nous questionnait. Quand est-ce que vous allez livrer? Puis on ne peut pas le dire quand on... Puis honnêtement, je leur disais toujours, on ne le sait pas. Et là est arrivé des projets de recherche, notamment celui de Claude Perrault, qui a été dans certains patients, là. Puis je les ai vus moi-même, certains de ces patients-là. Là. C'était à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'ai vu certains de nos travaux avec Anne Marinier et d'autres chercheurs là, à l'Institut s'en aller chez plusieurs patients que j'ai vus aussi. Et ça, c'est plus convaincant quand on voit effectivement qu'un groupe de chercheurs ensemble arrive à des résultats tangibles comme ils ont prétendu il y a plusieurs années. Et ça, c'est peut-être convaincant, mais d'essayer de convaincre le monde, on peut pas mieux faire que de donner l'exemple, je pense, dans un centre comme ça. Bien, en fait, moi, je voudrais réagir à ça parce que c'est important. Moi, j'ai le sentiment que ce dont il faut convaincre les gens, c'est qu'on a réuni les conditions de succès à l'Université de Montréal. C'est les meilleurs chercheurs, des conditions de recherche, des labos, des étudiants de deuxième, troisième cycle, les postdoctorants qui sont d'excellente qualité, parce qu'on ne peut pas prédire le succès rapide. Hein? On ne peut pas garantir aux gens les résultats. C'est pas comme ça, la science. Moi, je ne suis pas un scientifique comme mes collègues à l'IRIC, mais... Tout le monde sait que l'on ne peut pas promettre de résultats. On ne peut pas dire aux gens, investissez maintenant, puis on aura le remède du cancer dans tel délai. Et ça veut dire qu'il faut financer toute la recherche, pas juste la recherche dont on pense qu'elle aura des résultats immédiats, puis souvent on va se tromper. Il faut financer toute la recherche appliquée, mais aussi la recherche fondamentale, pas juste les domaines à la mode, mais aussi des modèles qui sont moins populaires. Et puis il y a beaucoup d'exemples de ça, mais je pense que le message, c'est qu'il faut un grand volume de recherche pour produire des résultats. Il faut beaucoup de chercheurs qui travaillent à des problématiques complexes pour parvenir à des résultats. Puis on a des exemples de ça. Celui qui est donné très souvent, mais je pense qu'on a raison de le donner parce qu'il est tout à fait probant, c'est celui de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'on a à l'Université de Montréal un des plus grands chercheurs au monde, sinon le plus grand chercheur au monde dans l'intelligence numérique, en la personne de Yoshua Bengio, puis plusieurs autres aussi. Là. On a eu beaucoup de succès à recruter des collègues avec Yoshua à Milan, à Ivado, au département d'informatique et de recherche opérationnelle, en mathématiques. Ces gens-là ont travaillé longtemps dans l'ombre, puis ont travaillé sur un sujet dont tout le monde pensait que ça n'allait pas produire beaucoup de résultats. Quand on parle à Yoshua Bengio, il nous dit souvent que ses étudiants refusaient de travailler sur l'intelligence artificielle parce qu'ils avaient peur de ne pas trouver d'emploi ensuite, qui était un peu isolé dans son petit coin. Puis là, aujourd'hui, bien, qui refuserait la pertinence de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, de la recherche opérationnelle? Tout le monde constate à quel point ces recherches-là, qui initialement n'étaient pas des recherches avec une promesse de succès immédiat, qui étaient du domaine de la recherche fondamentale, spéculative, à quel point ces recherches-là, maintenant, ont produit des résultats qui servent le bien commun. Alors, l'Université de Montréal et d'autres, là, les acteurs gouvernementaux ont soutenu le docteur Bengio, pas parce qu'on avait déjà une idée de ce qui allait se passer, mais parce qu'on se disait, bien, peut-être qu'il y a quelque chose là, puis à mesure qu'on avance, on découvre des applications beaucoup plus concrètes qui changent la vie des citoyens au quotidien, dans leur véhicule. Aujourd'hui, moi, je suis venu de ma maison dans les cantons de l'Est. J'ai découvert, je ne savais pas, que sur mon automobile, il y a un cruise control adaptatif. La voiture ralentit quand il y a un véhicule en avant. Okay? Ça, c'est une technologie qui est liée à des travaux de recherche qu'on n'imaginait probablement pas il y a très longtemps. Alors, ça change la vie des gens.
Et dans le domaine de la recherche du médicament qui nous occupe aujourd'hui, la place de l'intelligence artificielle, évidemment, est extrêmement importante. C'est un accélérateur de découverte. Alors, je vais le redire parce que c'est important, le soutien des philanthropes, des donateurs, grands et petits, le soutien des gouvernements doit aller dans autant de directions que possible. Financer toute la recherche dans la mesure où on ne peut pas maintenant anticiper tous les résultats bénéfiques qui pourraient être produits par des recherches beaucoup plus spéculatives. Et je ne peux pas être plus d'accord et j'aimerais prendre la balle au rebond ici en disant que quand on a démarré l'Institut, on ne connaissait pas cette discipline. Mais les gens qui nous conseillaient, bien qu'ils ne la connaissaient pas, voyaient d'ores et déjà que, effectivement, c'est dans le contexte d'un milieu universitaire performant qu'on peut développer un institut comme ça. Et c'est intimement lié. On ne peut pas avoir un centre comme ça si on n'a pas un institut qui amène des technologies comme ça. Et je confirme effectivement que maintenant, dans nos recherches, l'intelligence artificielle, c'est plus juste Siri qui nous répond adéquatement quand on y parle, parce que je vous rappelle que c'est un peu chez nous à l'université que c'est fait, les algorithmes de reconnaissance de voix. Mais effectivement, des gens comme Benjy et son équipe, Yoshia et son équipe sont impliqués dans plusieurs projets et on entrevoit que ce sont le genre de travaux qui vont beaucoup accélérer ce que nous, on fait. Puis on a parlé de recherche fondamentale, donc de financer des efforts qui n'ont aucune garantie d'application clinique. Par ailleurs, l'IRIC a des chercheurs qui travaillent surtout en fondamental d'ailleurs, mais elle s'est dotée d'une équipe agile, d'une unité de découverte du médicament, donc une équipe de chimistes biologistes qui font de la chimie médicinale. Cela dit, on a nommé l'importance de financer la recherche fondamentale, les risques engendrés, puis la non-possibilité d'émettre une garantie à quelqu'un qui donne ou même aux décideurs, au gouvernement qui décide de financer la recherche. Dr Sauvageau, à l'IRIC, vous avez, en peu de temps, parce que l'Institut n'a pas 20 ans, vous avez néanmoins généré pas juste du savoir, vous avez généré des grandes avancées. C'est le cas de l'histoire à succès de l'UM171, c'est le cas de, encore embryonnaire, du vaccin de Dr Claude Perrault qui serait susceptible de guérir des cancers comme celui de l'ovaire. Parlez-nous un peu de ce qui a été réalisé, voire même de ce qui est susceptible de se réaliser à court, moyen terme? Oui, évidemment, je ne peux pas en faire une liste exhaustive, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits qui sont très, très prometteurs. Vous avez mentionné ceux de Claude Perrault, qui effectivement, c'est quelque chose... Et de Pierre Thibault, hein, parce qu'on oublie souvent Pierre Thibault qui a mis au point toute une technologie pour identifier ces antigènes-là contre lesquels on peut dériver des vaccins contre le cancer. Il y a l'équipe de Marc Terrien et Anne Marinier qui ont travaillé sur une cible qui est extrêmement prévalente en cancer. Et encore une fois, l'exemple d'un don philanthropique qui était celui-là un petit peu plus gros et qui a été un petit peu plus difficile à aller chercher, d'environ 250 000 $, qui a soutenu ce projet-là pendant, je dirais, quelques mois. Et finalement, le projet a été développé avec un partenaire commercial et il est en plein développement présentement. Et je vous dirais que c'est fulgurant ce qu'on voit là. Ça, c'est quelque chose de très joli. Le groupe de Sylvain Meloche, encore une fois avec le groupe d'Anne Marinier et de plusieurs autres à l'Institut, ont un projet qui est sur une autre cible importante dans le cancer, qui est complémentaire à celui de l'équipe de Marc Terrien. Il y a le projet que nous, on développe avec Anne Marinier sur la molécule UM171 qui, elle, a été assez surprenante parce que quand on a appris d'une façon fondamentale comment elle fonctionne, on est en train de toucher à toute la base du vieillissement humain. Alors, bon, vous allez me dire, on n'est plus sur le cancer, mais qu'est-ce que je vous dis? C'est ça de la science fondamentale. C'est une autoroute qui nous amène sur des voies souvent inattendues.
Et il va falloir en tenir compte, puis il va falloir s'assurer qu'il y a des gens, si ce n'est pas nous, à l'université ou ailleurs, qui l'exploitent, cette voie-là. En fait, c'est super intéressant ce que vous dites, puis je me permets de vous interrompre. Vous parlez d'autoroutes qui nous mènent vers des voies d'affûtage de savoir comme inopinées qui arrivent par le truchement de nos talents mis ensemble. Monsieur le recteur, comment on fait pour générer... pour créer l'émulation du savoir, mais financer aussi le risque, financer les idées, financer la créativité, puis le faire sans impératif de résultats immédiats. Moi, je pense à l'époque à celui qui est aujourd'hui notre premier ministre, qui avait mis, dans les années 2000, il était ministre de l'Éducation, puis qui avait mis des impératifs de résultats dans des facultés qui font de la science sociale, du théâtre, de la littérature, du journalisme. On n'a pas toujours la possibilité de rendre l'appareil, de penser en retour sur investissement. Comment voyez-vous cette... C'est un enjeu important pour tous les chefs d'établissement parce que, évidemment, on a tendance, parce qu'on veut des résultats, on a tendance à attacher parfois le financement à des mesures de performance. Je pense que c'est contraire à la mission de l'université, en fait, de penser dans ces termes-là. C'est sûr qu'il faut mesurer ce que l'on fait. On dépense des fonds publics. Hein, on est redevable à nos concitoyens. Ce sont des sommes importantes qui sont investies en recherche, en formation de nos étudiants, de nos étudiantes. Mais si on prend un peu de recul, qu'on s'interroge sur la notion d'université, sur la mission historique des universités, c'est toujours en laissant les universités libres, avec la plus grande liberté possible de recherche, qu'on parvient à des avancées sociales. Alors moi, je pense qu'il faut que l'on continue à tenir ce langage-là, qu'on continue à convaincre les décideurs, en particulier, de laisser de l'espace aux universités, de ne pas leur imposer de résultats trop circonscrits, trop précis. Ceci dit, on constate maintenant à l'échelle canadienne, je pense que c'est vrai dans beaucoup de pays qui sont intéressés à la recherche et qui soutiennent bien la recherche, ce que l'on appelle le Mission-Driven Funding, c'est-à-dire les programmes de recherche qui sont orientés vers des problèmes précis pour lesquels on décide d'octroyer des montants. Dans la mesure où on conserve l'espace de liberté aux universités, cette hypothèse-là de travailler sur des missions précises, évidemment, ça produit des résultats aussi. On parlait tantôt de la COVID. C'est le fruit d'une espèce d'effort de guerre ciblé sur un problème particulier pour lequel beaucoup de financement a été octroyé. Donc, il ne faut pas exclure la possibilité de ça, mais je pense que ça ne peut pas être le cœur du financement universitaire, d'attendre des résultats toujours. Moi, je préfère partir de la base, je vous dirais, partir des travaux des chercheurs de premier plan que l'on a parmi nous, les gens qui les entourent, les étudiants au deuxième, troisième cycle et les postdoctoraux, et de leur donner une fibre entrepreneuriale. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. Et ça, c'est bien compris, je vous dirais, par beaucoup de décideurs gouvernementaux. Au Québec, maintenant, on est en ébullition autour du concept de zone d'innovation que le ministre Fitzgibbons a lancé il y a déjà plus d'un an maintenant, qui vise à inciter les partenaires privés à collaborer avec les chercheurs universitaires dans la résolution de problèmes comme ceux-là, autour de certaines thématiques. Là. Nous, on est intéressés, par exemple, à l'Université de Montréal, à la santé numérique, à l'interface de l'intelligence artificielle et de la santé, des sciences de la vie, la mobilité durable, la cybersécurité, évidemment avec notre pôle en médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, en agroalimentaire, et là encore avec un volet en intelligence artificielle. Alors, tous ces maillages-là, je pense, génèrent de la créativité, génèrent des solutions, génèrent un processus de valorisation de la recherche. Mais il faut retenir que ce ne sont pas toutes les activités de recherche qui ont le même potentiel de valorisation. Là. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Puis, Dr. Sauvageau, j'aimerais ça vous entendre à cet effet-là parce que vous êtes un chercheur qui avait changé des vies, qui avait fait émerger des nouvelles solutions thérapeutiques contre le cancer. Quelle portion donnez-vous à l'avancement de vos recherches par pure curiosité intellectuelle versus comme
avoir l'impératif premier ou la motivation première de faire une différence, créer un impact direct, là, je dirais quasi clinique, puisque vous êtes également chercheur, mais hématologue. Comment on jongle avec ces concepts-là? Oui, c'est pas facile pour moi de répondre à cette question-là parce que j'ai porté plusieurs chapeaux dans ma jeune carrière, là. Puis, d'abord, il ne faut pas être plus d'accord avec ce qui vient d'être dit et tout est important dans le contexte d'une université comme la nôtre. D'avoir des gens qui sont capables de livrer des choses concrètes et d'avoir des gens qui sont au côté gauche, c'est-à-dire au plus haut point du niveau de théorie possible. Je pense à nos mathématiciens, je pense à nos physiciens. Et une université, pour y avoir vécu, parce que de par la structure de l'Institut, j'ai eu la chance d'évoluer avec tous nos recteurs, puis de façon assez étroite. Et j'ai pu voir ce que ces gens-là doivent faire. et j'ai pu comprendre un peu mieux c'est quoi une université. Puis, je dirais, pour nous, les chercheurs, on a besoin de ces gens-là, de ces recteurs-là, puis pas juste celui de notre université. Mm-hmm. Hein, parce que de convaincre les décideurs d'investir dans ce qui est un peu jaune à leurs yeux, c'est un défi qui est incroyable pour eux. Et je pourrais vous dire que le leadership de nos recteurs au Canada, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, les chercheurs. Et j'ai comme l'impression qu'on s'est, à l'université, extrêmement bien équipé, là. Puis quand j'entends monsieur, et j'ai regardé beaucoup des discours qu'il a fait depuis le début, je peux vous dire que ça me fait très plaisir. Puis je vous ai écrit à quelques reprises là, mes petites pensées, mes petites choses. Et c'est tellement important pour nous. Parce que tout ce qu'on fait, que ce soit ultra fondamental ou très appliqué, dépend ultimement de notre capacité de recruter des gens de haut niveau, dépend ultimement de nos infrastructures de recherche, du moins nous, en sciences plus appliquées, et donc dépend de ces gens-là. Et évidemment, à chaque fois qu'on va chercher un nouveau leader pour notre université, on est tous, évidemment, à regarder de près ce qui se passe et ce qui s'en vient parce que c'est un travail extrêmement, extrêmement important. Et le leadership de ces gens-là, en tout cas, une chose est claire, c'est qu'ils peuvent être assurés que, et moi et certains de mes collègues, on va être là pour épauler s'ils ont besoin d'aide à tout moment pour convaincre nos décideurs. Parce que, soyons honnêtes, on évolue dans un monde où les milieux se différencient. Mm-hmm. Les gens universitaires ont tendance à être dans les universités et on voit qu'au niveau gouvernemental, il y a maintenant de plus en plus de pressions qui viennent de la gauche et de la droite, ce qui ne doit pas être facile pour eux autres. Mais il faut pouvoir supporter ces gens-là qui sont essentiellement notre essence à nous, là. Je trouve ça super intéressant parce qu'on parle de leadership. Monsieur le recteur, en début d'entretien, vous parliez du leadership des scientifiques qui a été mis de l'avant dans la foulée de la pandémie. Vous êtes en quelque sorte notre porte-voix de tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut rêver auprès des décideurs. Est-ce que le contexte actuel facilite votre travail en ce sens qu'il y a une écoute plus attentive aux besoin de soutenir les travaux des chercheurs et chercheuses? Sans aucun doute. Et d'abord, Dr Sauvageau est gentil, là, il me lance des compliments. J'espère que je suis à la hauteur du compliment. Mais je dois vous dire que l'exercice de convaincre les décideurs, c'est pas un seul recteur qui peut faire ça, une seule rectrice. Là, vous l'avez dit, Guy, c'est vraiment un effort concerté de la part des chefs d'établissement dans les universités canadiennes. Nous, on a un regroupement, comme vous le savez, qui s'appelle le U15, là, les 15 universités avec la recherche la plus intensive, le volume de recherche le plus important. Ce groupe-là travaille étroitement avec les décideurs gouvernementaux à l'échelle fédérale, en particulier, qui est le plus gros bailleur de fonds pour la recherche dont on parle ici. Et encore récemment, donc, les chefs d'établissement du U15 ont proposé au gouvernement canadien une stratégie en bioinnovation, biofabrication pour en fait répondre à des préoccupations du gouvernement à l'heure actuelle. Alors, vous me demandez, est-ce que c'est plus facile en ce moment? Est-ce que le contexte
favorise ça? Oui, sans aucun doute. Parce que là, ce qu'on a constaté au tout début de la COVID, c'est qu'on se dirigeait assez rapidement vers des pénuries de certains médicaments en raison de l'utilisation de certains médicaments pour traiter les gens qui étaient victimes de la COVID. On a eu des problèmes plus récemment là, pour obtenir un approvisionnement conséquent en vaccins. Là, ça commence à aller un peu mieux, mais on a quand même eu beaucoup d'inquiétudes et elle continue, je pense, cet approvisionnement continue de nous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les capacités au Canada de produire sur notre territoire. On a des capacités de découverte, mais on n'a pas beaucoup de capacités de production sur notre territoire, de vaccins et de médicaments. Et donc, il faut renforcer les chaînes de découverte et d'approvisionnement au Canada. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tous les acteurs politiques, au fédéral comme au provincial, sont convaincus de la chose. Bon, ça, c'est une grande occasion. Et c'est une grande occasion pour l'Université de Montréal en particulier, je vous dirais. Parce que, bon, les gens qui nous écoutent, les plus vieux, peut-être, vont se rappeler que le Canada est un joueur absolument important, essentiel dans la production la découverte et la production biopharmaceutique jusqu'au début des années 2000. Puis là, on a eu un déclin à partir des années 2000 de cette industrie, du secteur biopharmaceutique, qui a vécu une grande réorganisation. Puis beaucoup de lieux de production ont été déplacés vers des pays émergents. Les chercheurs ont été délocalisés. Mais moi, je découvre, là, je vous avoue, c'est une chose que j'ignorais avant d'arriver à l'Université de Montréal, je découvre qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont restés ici, dont plusieurs des chercheurs à l'IRIC, des gens qui sont déplacés pour une bonne part du secteur privé, qui étaient de l'industrie, puis qui sont venus à l'IRIC. Je pense, par exemple, à la Dr Marinier, qui a créé cette plateforme de chimie médicinale, et beaucoup de gens de son équipe. Alors ça veut dire qu'on a à l'IRIC un savoir-faire qui est bien installé, qui est vraiment... de longue date en matière de découverte de médicaments, qu'on n'a jamais cessé, en quelque sorte, de tabler sur cette force. Alors, au Canada, on est très conscient de ça. Je pense qu'on constate que Montréal, en particulier, les décideurs gouvernementaux constatent que Montréal, en particulier, est un joueur absolument essentiel, et l'Université de Montréal est un joueur absolument essentiel dans ce renforcement des chaînes de découverte et d'approvisionnement en médicaments. S'ajoute à ça, évidemment, le succès que j'évoquais tout à l'heure en intelligence artificielle, en intelligence numérique, qui est un accélérateur de cette quête de nouveaux médicaments. Et là-dessus, il faut vraiment le redire parce que c'est extraordinaire comme réussite. Montréal et l'Université de Montréal sont des forces incontestables dans le domaine. Et on sait qu'en combinant les deux forces dont je viens de parler, donc cette expertise en découverte de médicaments et l'expertise en intelligence artificielle, on peut vraiment accélérer la découverte de nouvelles molécules et mener à des processus porteurs sur le plan thérapeutique. J'ajoute à ça, parce qu'il faut aussi penser en termes plus larges à l'échelle du campus, qu'on a en chimie, par exemple... des chercheurs qui travaillent sur la synthèse de molécules en flux continu, qui est un processus extrêmement agile, plus sécuritaire, plus précis, qui va permettre donc la production de molécules avec beaucoup d'agilité, qui va permettre de changer rapidement pour soutenir les recherches cliniques. Ou les essais cliniques, pardon, en matière de découverte de médicaments. S'ajoute à ça le fait qu'on a une faculté de pharmacie, qui est un lieu de formulation de médicaments aussi. Alors, si on met ces trois choses-là ensemble, puis on est vraiment en train de mettre ces trois choses-là ensemble, je pense que là, on peut faire de l'Université de Montréal le chef de file, non seulement au Québec, non seulement au Canada, mais un des chefs de file dans le monde, sur la planète, en matière de production, de découverte et de production de médicaments. Et ça, c'est pour le bien commun, parce qu'évidemment, plus on aura d'autonomie dans cette chaîne d'approvisionnement, de la découverte jusqu'à la commercialisation et la mise en marché et la production, plus le Canada sera bien préparé pour les prochaines pandémies. On a parlé de vision, on a parlé de collaboration, de financement, de talent. On a parlé, en somme, de tous les ingrédients qui peuvent mener à des succès de recherche. L'IRIC est d'ailleurs un très beau modèle en ce sens-là, parce que sa première velléité, c'est de réunir sous un même toit tous les ingrédients du succès, puis émergent des succès, dont l'UM 171 de l'Institut. Bravo. J'ai envie de vous passer la parole, Dr Sauvageau, mais à tour de rôle, je voudrais vous entendre dans vos postes respectifs, dans vos fonctions respectives. Vous avez tous deux
de façon très distinctive, la possibilité de changer des vies. Et tous deux, dans des discours que vous avez faits antérieurement, vous avez parlé de ce rêve d'avoir un impact sur la société, notre société. Docteur Sauvageau, en commençant par vous, comment souhaitez-vous avoir un impact sur la société? En quels termes, brièvement? Ouais. C'est sûr que quand on commence comme jeune chercheur à l'université, on est évidemment, comme un jeune adolescent, un petit peu centré sur ses besoins. Et c'est nécessaire parce qu'il faut démarrer toute cette infrastructure-là qui sera la nôtre, c'est-à-dire notre laboratoire. Comme j'ai mentionné tantôt, le fait d'avoir eu la chance de participer au développement de l'Institut avec ces gens-là m'a montré quelque chose que je connaissais pas. Je ne connaissais pas l'importance d'une université au sein d'une société. Et dans le cas de l'Université de Montréal, parce que je le voyais tout simplement pas, je ne réalisais pas l'importance de l'université dans notre quotidien à nous tous. Hein. On a parlé tantôt de médecine vétérinaire. Bien, je vous rappelle à tout le monde qu'on est la seule université qui a une faculté de médecine vétérinaire au Québec. Et la qualité des viandes qui sont ici est en partie due à des gens formés à l'Université de Montréal dans cette faculté-là. L'art dentaire, enfin, il y en a des exemples que j'ai appris à connaître. Et pour ce qui est de l'Institut, bien, c'était évidemment mon rêve d'arriver à avoir un centre qui pouvait accomplir ce qu'il accomplit présentement. Fait que, jusqu'à un certain point, je pourrais vous dire que mon rêve est un peu accompli. Alors, ce que j'aimerais voir maintenant, évidemment, c'est la pérennité de cette chose au sein de notre université, parce que je pense que c'est important. J'aimerais voir des gens qui en bénéficient réellement, mais j'aimerais aussi voir des sciences fondamentales solides qui émergent de tout ça, de cet institut, de notre université. Fait que mon rêve le plus fou serait qu'un des chercheurs de l'université enfin aille chercher une reconnaissance que j'aimerais voir un jour. J'aimerais qu'il y ait un prix Nobel à l'Université de Montréal. J'aimerais tellement ça. Ça me ferait tellement plaisir de voir un de nos chercheurs faire ça, quel que soit le domaine, parce qu'on réalise à un moment donné qu'on soit à l'Institut, mais on est à l'Université de Montréal. On est un bras, une jambe, une tête, ce que vous voulez. On est un membre de cette institution. Monsieur le recteur, il reste quelques minutes. En une minute, votre vision d'avenir ou le legs que vous voudriez laisser pour l'université? Un prix Nobel, ce serait formidable. On ouvrirait quelques bouteilles de champagne, certainement. Je vous dirais, le legs, il peut s'exprimer très simplement. Moi j'aimerais... j'ai un mandat de 5 ans, un mandat initial de 5 ans. J'aimerais qu'à l'issue de mon mandat, après 5 ans ou 10 ans, selon le cas, tous les Québécois réalisent l'importance de l'université que Guy Sauvageau évoquait il y a un moment. Et non seulement réalisent l'importance, mais en ait une grande fierté. Moi, je dirais que c'est une source d'étonnement pour moi, d'ailleurs, que l'on n'ait pas au Québec cette très grande fierté de nos universités, l'Université de Montréal au premier chef, comme on le voit dans d'autres sociétés. Il y a des sociétés qui pensent à leurs universités comme un joyau. Nous, on les prend un peu pour acquis, je pense. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens prennent leurs universités pour acquis et ne constatent pas toujours à quel point il y a un processus de transformation individuelle et sociale qui est imputable à l'activité des universités. Alors moi, jusqu'à tout récemment, il y a 9 mois, j'étais encore dans une salle de cours à enseigner comme un prof dans une faculté de droit. Je n'étais pas un administrateur universitaire. Et puis, mon effort, c'était de changer les gens devant moi, de transformer autant que possible la vie des étudiants. Puis là, maintenant, à mon niveau, à l'échelle universitaire, c'est vraiment de faire en sorte que l'université transforme la société qui l'entoure. Et je pense que si on y arrive, là, à faire voir aux gens à quel point l'université a un impact majeur, bien, on arrivera à cette grande fierté pour tous les Québécois, pas seulement ceux qui auront accédé aux études universitaires, mais tous les Québécois, Québécoises, de constater à quel point cette institution-là est fondamentale
non seulement pour l'avenir de la santé des populations, mais pour l'avenir de notre gouvernance démocratique, pour l'avenir de notre communauté dans son ensemble. On voulait parler de la vision et comment elle peut être génératrice de solutions, d'évolution et de révolution. Je pense qu'avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, on met la table sur de grandes réalisations. Merci à vous deux. Et pour notre part, c'est ce qui conclut ce premier rendez-vous Audace. Merci encore à Pomerleau qui soutient nos efforts en recherche. Je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour aborder l'intelligence artificielle et comment elle peut être génératrice de nouvelles solutions en accélérant le processus de recherche en oncologie. Merci à tous et à toutes.